Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 120 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation, et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go! Allez, après 3 mois de pause, me revoilà. Ces 3 mois ont certainement été les plus intenses de toute ma vie, mais surtout, ils ont été d'une richesse incroyable. Ceci est mon expérience, tiens à le dire, avec mon prisme. En aucun cas, je ne vous incite à répéter tout ce que je fais. Je partage simplement mon vécu parce que je sais que ça peut aider. À vous donc de prendre ce qui vous convient. J'ai tellement appris, grandi, évolué ces derniers temps que je voulais partager avec vous les 5 étapes que j'ai traversées. La première chose que je vais répéter, comme dans l'épisode 119 si vous l'avez écouté, c'est que si vous traversez une période intense émotionnellement et difficile, faites-vous suivre par un ou une professionnelle, un médecin généraliste ou une médecin généraliste, un ou une psychologue, un ou une psychiatre. C'est ce que j'ai fait pour être accompagnée correctement au niveau des médicaments. Et parfois c'est nécessaire. Je partais donc de très très loin. Quand quelques mois après l'arrivée de ma dernière fille, j'ai dû faire face en plein postpartum à une séparation. Et pourtant aujourd'hui, on est en avril 2023, je me sens pleinement heureuse et j'ai sincèrement retrouvé ma joie de vivre. Donc je vous explique en 5 étapes comment j'ai fait. Alors d'abord, j'ai beaucoup lu pour essayer de faire sens à ce qui m'arrivait. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 119, mais j'ai continué mes lectures. Et je sais qu'il y a des lectures qui transforment des vies, j'en suis persuadée, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lu une dizaine de livres, mais pour cette première étape que moi j'ai intitulée dans mon cheminement, mes émotions sont ma seule responsabilité, je vais vous parler du livre de la docteure Nicole Lepera, qui est une psychologue américaine qui a écrit un livre qui s'appelle How to Do the Work. Ce livre, moi je l'ai lu en anglais, mais il est sorti en français juste le mois dernier, et il s'appelle Comment guérir ses blessures aux éditions Le Duc. Je préfère personnellement largement le titre anglais parce que tout l'axe du livre est de dire que l'on doit faire le travail nous-mêmes si un jour on veut aller mieux. J'avais d'ailleurs déjà fait un épisode sur la responsabilité de ses émotions avec Clotilde Dussolier qui est la fondatrice du podcast Change ma vie. Mais comme quoi l'univers a une façon de nous remettre face aux choses qu'on n'a pas comprises. Et vraiment, je n'avais pas compris le concept en entier. Inconsciemment, j'avais une immense tendance à penser que mon bonheur était entre les mains des autres, de mon entourage. Le postpartum, c'est une grande période de fragilité pour une femme, en général, exacerbée chez moi par ma propre construction, et encore plus avec l'enchaînement de mes 2 dernières filles à 17 mois d'écart. Depuis décembre 2019, j'avais pas été moi pleinement, sans être enceinte et sans allaiter. Donc j'étais un petit peu perdue dans ma matrescence. Et comme j'ai pris soin d'un autre être humain non-stop pendant près de 3 ans, j'avais mis en place des stratégies pour que ma vulnérabilité et mes besoins soient comblés par d'autres. Erreur. Aucun jugement là-dedans, j'ai simplement fait ce constat. Sauf que cette stratégie m'a perdue et a causé ma plus grande détresse. Il a fallu que je me défasse de tous ces mécanismes pour apprendre à être responsable de mon propre bonheur.
Et quel apprentissage, sûrement le plus difficile de toute ma vie. Ça veut dire se regarder en face, ne pas se dérober. Peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, ça paraît ultra banal ce que je raconte. Mais pour moi, ça a été une immense prise de conscience, une très grande leçon. Pour beaucoup, en gros, il faut avoir touché le fond et vécu une expérience traumatisante pour oser changer. Et dans son ouvrage, Dr Lepera, elle donne des éléments concrets pour se reconnecter à soi-même et pour transformer cette expérience très difficile en quelque chose de prolifique, pas forcément de positif, mais en tout cas pour que ce soit une transformation qui ait du sens. Donc j'ai d'abord réappris à respirer. Je savais respirer, voilà, j'avais fait des formations de yoga, donc c'est des choses que j'avais apprises. Mais quand on est en mode survie, on oublie les basiques. Et donc pour faire ça, j'ai mis des rappels permanents sur mon téléphone pour m'ancrer. À 9h30 le matin, à 12h30 le midi et un autre à 21h15 le soir. Donc 3 fois par jour, j'ai un rappel dans mon téléphone qui s'appelle Consciousness Check pour me rappeler, hop, qu'est-ce que je fais au moment présent ? Est-ce que je suis dans mon corps ? Est-ce que je suis en mode pilote automatique ? Et donc à chaque fois, je ferme les yeux et je respire. Je prends 3 profondes inspirations pour ressentir mon corps. Donc si vous voulez, on peut le faire ensemble, ça fait toujours du bien. Fermez vos yeux et ressentez votre corps. Est-ce que vos pieds touchent le sol ? Est-ce que vous êtes sur une chaise ? Est-ce que vous êtes en train de marcher ? Arrêtez-vous si vous êtes en train de marcher. Et juste prenez le temps d'observer vos sensations corporelles. Et donc, on va prendre 3 grandes inspirations. On gonfle le ventre en inspirant. Peut-être que vous êtes enceinte en écoutant cet épisode et donc parfois la déconnexion à son corps elle est encore plus grande parce qu'on a un autre être humain qui habite notre corps et on ne sait plus trop ressentir, on n'a plus de repères. Donc c'est ultra important au final de faire ça et je le fais tous les jours, au minimum 3 fois par jour. Je fais plus que 3 fois par jour mais j'ai au minimum ces 3 rappels-là pour me réancrer dans la réalité parce que il y a beaucoup de fois où on laisse notre esprit s'échapper dans des réalités qui ne sont pas le moment présent et c'est ce qui nous cause nos plus grands problèmes. Donc quand on est en trauma, notre corps il se met en mode survie, ce que je vous disais. Nicole Lepera, elle explique extrêmement bien toutes les sensations qu'on peut ressentir. Moi personnellement, j'avais depuis très très longtemps un gros fond d'angoisse en moi que j'avais jamais compris. Je pensais que c'était la normalité, comme quoi c'est très drôle. Hein. Par exemple, j'avais tout le temps le cœur qui battait très fort et très vite avant de dormir. Je pouvais me mettre dans des états de stress pour des choses insignifiantes, mais parce que j'avais l'impression de jamais redescendre à un niveau de relaxation que j'ai aujourd'hui. Je vous promets que c'est possible. Vraiment, c'est possible. D'état de normalité, en fait, que je ne connaissais pas ou plus. Je ne sais plus. Et donc, elle ramène dans ce livre à l'essentiel et vous explique surtout le fonctionnement de votre système nerveux et comment reprendre le contrôle sur votre corps. Parce qu'en gros, c'est votre cerveau, votre système nerveux qui est en train de dire à votre corps « Attention, il y a danger ». Et parfois, on associe ça vraiment à un danger de vie ou de mort. Alors que on n'est plus dans des conditions d'il y a des centaines d'années ou des milliers d'années où il y avait vraiment un danger de vie ou de mort psychique si on n'avait pas un peu cet état d'alerte. Là, aujourd'hui, dans la réalité, dans les faits, je n'étais pas en danger, mais c'est ce que mon corps transmettait comme signal. Donc, par exemple, après avoir fait ces 3 checks dans la journée, j'ai aussi un rituel tous les matins et tous les soirs. Je m'endors en me répétant ces mantras qui sont extrêmement importants pour moi, tous les jours, tout le temps. Je me dis, je suis en sécurité, je suis en paix, mon corps est mon temple et rien ne peut m'arriver. Je me l'ai dit dans ma tête, je me l'ai dit à haute voix, peu importe, tous les matins, tous les soirs. Je me répète également ces mantras quand je suis dans une situation de stress intense et que j'arrive plus à faire face. Pourquoi c'est très important ? Parce que dans ma situation de vie, ça me ramenait à moi, à mon corps, à ma responsabilité, de dire il n'y a pas de menace en fait extérieure. Tout va bien. Je suis en sécurité, je suis en paix. Et à force de vous répéter ça, je vous assure que votre corps et votre cerveau enregistrent comme une réalité en fait. Et c'est pour défaire toute cette réalité de stress que j'avais engrangée. Donc c'est à vous de trouver les vôtres, adaptés à votre propre situation, si vous vivez ce genre de moment de stress et d'angoisse.
Le corps, quand il est en mode survie, donc, je vous disais, il associe des événements extérieurs à de la menace potentiellement dangereuse et donc nous envoie des signaux pour les contrer et nous met dans des situations de stress. Et le stress, c'est bien, mais le stress inutile, ça sert à rien. Et moi, dans certains cas, j'avais la sensation que j'allais mourir en fait. Mais évidemment, c'est irréel, c'est illogique, c'est irréaliste, mais j'y peux rien, c'est les signaux qu'envoyait mon corps. Donc ça, il faut réapprendre. Et dans son livre, elle explique vraiment bien comment faire ça. À remaîtriser, vraiment c'est ça, c'est reprendre la maîtrise sur son corps. Donc mes émotions sont ma responsabilité, mais aussi ce que je ressens. Donc la clé de ce livre, c'est le pouvoir que ça vous donne pour ne plus vous laisser influencer par tous ces événements extérieurs. Et encore une fois, voilà, on est les seuls responsables de nos réactions face à la vie qui nous entoure. Et retrouver ce pouvoir, ne plus être la victime de sa situation, c'est un soulagement immense. Je vous jure, c'est possible. Par contre, je fais une petite précision là. Déjà, il n'y a pas d'échelle dans la douleur de ce qu'on peut ressentir quant à l'adversité que la vie nous propose. Si vous vivez par exemple un deuil et que vous êtes incapable de ressentir une quelconque joie, sincèrement, ne vous blâmez pas. Personnellement, le deuil, je suis très mal placée pour en parler. Je le connais très peu, cette réalité-là, donc c'est particulier. On a chacun nos propres problématiques. Donc je fais aucune injonction là, je fais aucune transgression pour dire si vous devez y arriver, c'est obligé. C'est pas ça. J'ai appris des choses qui peuvent être utiles pour n'importe qui et on en prend ce qu'on veut. Ensuite, dans cette première étape, j'ai continué d'écrire dans un journal. La différence cette fois, c'est que j'ai surtout écrit des projections sur une journée idéale avec le déroulé complet. Parce que ça permet d'être très clair avec ce qu'on veut. Une fois les éléments principaux couchés sur papier, on peut mettre en action un plan pour le réaliser. Et ça vient de à quelle heure je me lève, je mange quoi, je fais du sport quand, j'emmène mes enfants comment, à l'école et de quelle manière, je leur dis quoi, je travaille de quelle heure à quelle heure, je médite quand, je dédie du temps pour moi à quel moment, quand est-ce qu'il y a de la place pour mes amis. Vraiment, n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous semblerait parfait. Il n'y a pas de retenue à avoir dans une journée idéale. Et après, vous pouvez passer à la semaine pour incorporer vos activités. Et si vous êtes dans ma situation, vous pouvez vraiment faire les jours où vous avez vos enfants, les jours où vous les avez pas, parce que forcément, vous vous en doutez, le rythme n'est pas du tout le même. Les enfants, ça parfois un inconvénient, c'est que c'est très fatigant, mais ça vous oblige à vous lever. Ça vous oblige à avoir une structure dans la journée. Et je sais, ne plus avoir de structure quand on est dans ma situation de parent solo, ça peut être très perturbant et très difficile à vivre. Donc remettre de la structure, des routines, on est comme nos enfants, on a besoin de routines. C'est utile, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Donc cette étape de visualisation, elle m'a permis de faire le tri parmi toutes mes émotions, avec une vision très claire de ce que je voulais et ce qui était bon pour moi. La reconnexion à mon corps, cette visualisation, ça m'a permis donc de me recentrer sur moi. Et en vrai, ma connexion, elle était tellement forte, je me sentais tellement perdue qu'il a fallu que j'apprenne à nouveau les basiques du fonctionnement psychique de mon cerveau, de mon corps. Évidemment, aussi aidée par ma psy, que je suis toujours suivie en thérapie. Et je recommande fortement si vous pouvez le faire. La deuxième étape, ça a été la plus difficile à vivre pour moi. Pendant toute cette période intense d'introspection, parce que j'étais dos au mur, je me suis isolée. C'est parfois vital pour ne pas tricher et ne pas fuir, et cet isolement, je l'ai fait volontairement. Quand on va mal, on peut mettre en place un stratagème efficace qui s'appelle la fuite, pour éviter sa peine. La fuite, ça peut être partir en week-end tout le temps, partir en vacances, faire que sortir, abuser un peu d'alcool, de substances qui font oublier nos propres problèmes. Bon, vous vous en doutez, c'est pas la solution. C'est très efficace sur le moment, mais sur le long terme, ça peut causer encore plus de mal. Donc moi, j'ai décidé de dire non à ça. En février, quand j'avais pas mes enfants, je suis restée chez moi pendant de longs jours. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. Et j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu. Et j'ai, par exemple, pas pris le temps d'écouter des podcasts parce que justement, j'avais envie de faire un truc, c'était de ne pas me distraire avec les podcasts. Ça peut distraire les podcasts aussi. Justement, là, j'ai pris un temps. La lecture, c'était vraiment de l'introspection, mais les podcasts, parfois, c'était un peu pour faire taire mon mental. J'avais aussi décidé de refaire ma chambre complètement, donc j'avais une activité en journée. Je suis allée à la mer, prendre l'air, regarder le coucher de soleil. J'avais besoin de la nature pour m'accompagner. Et surtout, je suis restée dans ma tristesse, dans ma colère, dans toutes les émotions difficiles à processer, et je l'ai acceptée.
Et il n'y a que après cette période vraiment difficile que j'ai pu reprendre le contrôle et me dire maintenant ça suffit. Cette parenthèse d'isolement, je l'ai faite en étant aussi très entourée à distance par mes amis. Ne vous isolez pas et coupez les ponts avec tout le monde. Non, juste, ça s'appelle créer des barrières. En anglais, on dit boundaries. Vraiment, c'est important pour votre bien-être. Mais l'isolement, ça cause aussi beaucoup d'autres soucis. Donc, il faut savoir qu'on peut compter sur des gens si on a besoin. Ce silence que j'ai choisi de faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans ma famille, autour de moi, il s'est aussi accompagné d'une période d'arrêt maladie au niveau de mon travail. J'étais pas capable, j'étais pas disposée à travailler. Impossible. Et malheureusement, on ne vit pas dans une société qui permet la déconnexion ou la reconstruction à notre rythme. Donc je sais que je suis une immense privilégiée d'avoir pu m'offrir 3 mois pour souffler et me reconstruire. Je sais que pour mon futur, c'était la meilleure option. Et oui, j'ai accepté de perdre de l'argent à un moment, j'ai fait un choix. Et j'en avais la capacité financière d'absorber ça. Donc je sais que je suis une privilégiée. Comme je dis, malheureusement, on n'est pas dans une société qui permet ça. Si vous êtes salarié, voilà, les arrêts maladie, parfois, c'est vraiment nécessaire. Alors, j'ai pas fui, donc, pendant plusieurs semaines, même si parfois, j'ai eu du mal à sortir de mon lit. C'était une vraie période d'hibernation. D'ailleurs, c'était l'hiver, donc ça correspondait bien. Et je ressens tout à fait l'effet du printemps sur moi. On est cyclique, on est en lien avec la nature. Il faut bien se le rappeler, ça. Et ça fait partie, cette reconnexion à la nature, à la reconnexion avec nous-mêmes, en fait. Quand on se reconnecte avec nous-mêmes, on réalise cette symbiose qu'on a avec notre entourage. La déconnexion, elle fait beaucoup de mal sur plein d'aspects, en fait. Oui, j'ai ressenti du désespoir. Oui, j'ai parfois vu tout en noir. Mais j'ai cru en moi, en fait. Je savais qu'au fond, j'étais capable et que j'allais sortir de cette période très difficile. Donc, croyez en vous. On a tous les capacités. Et c'est pas pour ça qu'on se fait pas aider. Avoir les capacités, ça veut pas dire le faire seul. Ça, c'est un mécanisme d'adaptation quand on a du mal à demander de l'aide et c'est pas bon. Il faut demander de l'aide. Mais on a les ressources en nous. Pour le faire, il faut juste les connaître, en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer. Moi, en lisant ce livre, ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait à faire, ce qui était possible de faire. Et moi, j'aime bien le action-réaction quand même. Mais c'est mon caractère, donc chacun son rythme. La 3e étape, donc c'est pas arrivé par hasard si après cette 2e étape, la lumière a commencé à revenir. Parce que en même temps, j'ai pris soin de ma santé. J'ai décidé que c'était ma priorité. À Noël, j'ai eu une pneumopathie. À cause de ma toux, je me suis déchiré les muscles intercostaux des 2 côtés. La pneumopathie, j'imagine, c'est pas anodin non plus. C'était l'incapacité de respirer, c'était son étouffée normal. Donc autant dire qu'avec mes déchirures intercostales, impossible de faire du sport intense à cette période. Mais c'est pas grave, j'ai continué à tout faire ou presque à vélo. J'ai beaucoup marché, je me suis promise d'aller au yoga 1 fois par semaine. Et si je reviens un peu au livre du docteur Lepera, elle incite à tenir des petites promesses tous les jours pour se redonner confiance. Et le yoga, c'était une grosse promesse, parce que c'est un investissement. Mais c'est non négociable pour moi maintenant. Je prends un cours 1 fois par semaine. Et je n'y déroge pas. Cette promesse, je la tiens et je m'organise dans mon calendrier pour faire de la place pour ça. C'est trop important aujourd'hui pour moi. L'autre petite promesse que je me suis fait côté santé, et j'ai commencé petit, vous voyez, c'était pas d'un coup tout changer. Le yoga, ça fait partie de quelque chose que j'adore, donc j'ai continué sur ça. Donc l'autre petite promesse que je me suis faite, c'est la douche froide. Donc si vous avez écouté l'épisode 119, vous savez que mon expérience à Minneapolis, où je me suis immergée entièrement dans un lac gelé, m'a profondément transformée. Et j'avais vraiment très envie de tester le pouvoir du froid sur moi quotidiennement. Donc tous les jours, je termine par 2 minutes de douche glacée, gelée, peu importe. Je mets sur le plus froid possible et je me répète, c'est le confort dans l'inconfort, c'est mon mantra, le confort dans l'inconfort. Parce que si je suis capable de le faire tous les jours, mes neurones enregistrent que je sais gérer quand c'est dur et je peux recommencer à me faire confiance. Et comme pour tout, j'ai commencé petit, au début j'étais là, sous la douche froide, ça a duré 20 secondes, j'étais au bout de ma vie. Et au fur et à mesure, je respirais plus tranquillement et je pouvais rester un peu plus longtemps. Il y a des jours, j'arrive 20 secondes et il y a des jours, j'arrive 2 minutes. Par contre, ma respiration maintenant, je dis plus jamais, c'est tranquille, une respiration normale. Je vous conseille aussi, si vous le faites, de bien faire sur votre cou, sur le passage il y a le nerf vague. Mais c'est ultra galvanisant de sortir d'une douche froide. Franchement, c'est assez incroyable. Le froid, ça a des bénéfices prouvés par la science sur la dépression et l'amélioration du sommeil notamment. Et je vous jure, on est une autre personne quand on sort d'une douche froide. Le matin, le plus possible, j'essaie de méditer pendant 10 minutes minimum. Clairement,
c'est quelque chose que je fais systématiquement quand j'ai pas mes filles. C'est beaucoup plus facile et ça l'est beaucoup moins quand j'ai mes enfants, quand elles sont avec moi. Donc c'est encore une fois difficile d'être parent et de prendre soin de soi. Donc pas de culpabilité, on fait comme on peut. Récemment, il y a un chercheur français, Éric Buy, de l'université de Caen, qui a enseigné lui à Harvard et qui a mis en évidence dans une étude sur 276 adultes, c'est la première fois qu'il y a eu cette conclusion, que la méditation pratiquée pendant 2 mois d'affilée améliore au moins autant la situation des patients souffrant de troubles anxieux que s'ils étaient traités à l'aide d'antidépresseurs. C'est une découverte immense sur les pouvoirs de notre cerveau pour notre santé mentale. Toute la philosophie bouddhiste, voilà, il y a plein de personnes qui étaient déjà sur cette notion que on a un pouvoir immense sur notre mental, que la méditation apaise. Mais là, ça a été vraiment prouvé dans une étude. Donc, tentez si vous êtes vraiment pas bien un tout petit peu au début. Il y a des applications qui aident. Ça devient addictif en fait, parce que il y a cette capacité à se recentrer sur soi qui est monstrueuse. J'ai aussi investi pour ma santé en commandant des compléments alimentaires tels que de la vitamine D, de l'eau de Quinton, du magnésium. Voilà, là, demandez à votre médecin qui vous suit ou à une nutritionniste ou à une naturopathe. J'ai fait de moi ma priorité et je suis attentive aux besoins de mon corps. Je mange très bien maintenant et je continue d'appliquer ce que j'ai appris grâce à Jessine Chospé dans l'épisode 117 et ça me convient très très bien à moi. J'ai énormément lu sur l'alimentation et sur son impact et son pouvoir sur la santé mentale et la fatigue. Et c'était essentiel pour moi de me concentrer sur ça. Mes assiettes sont donc ultra colorées. Le matin, en ce moment, c'est salade de carottes râpées, salade verte, brocoli, crêpes sarrasin avec un œuf. Voilà. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir manger des brocolis au petit-déj, mais si, c'est possible et je peux pas faire autrement en fait. Le dernier investissement que j'ai fait pour ma santé, c'est de m'acheter un bureau qui monte pour travailler debout ou assise si j'ai besoin. J'y ai ajouté un tapis de marche et c'est le jour et la nuit, ce changement pour moi. J'avais vraiment du mal à me remettre au travail et c'est ce qui m'a permis de me remettre au travail. J'ai tout de suite eu les idées plus claires, la motivation, l'impression aussi de faire quelque chose de bien pour ma santé alors que sinon j'étais très sédentaire. J'ai encore beaucoup de difficultés de sommeil. J'ai réussi à enlever les médicaments que je prenais pour dormir, mais pour arriver à avoir une meilleure qualité de sommeil, j'ai besoin de me fatiguer. Et donc, marcher en travaillant, pour moi, c'est révolutionnaire. Oui, ça a un coût, soyons clairs, c'est un investissement. Mais moi, j'ai réalisé que la sédentarité avait, à long terme, des effets beaucoup plus dramatiques sur ma santé. Donc, j'ai fait un choix. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur moi ces dernières semaines. Et en tant que mère, ça a vraiment été l'opposé de ce que j'avais fait depuis l'arrivée de ma première fille en septembre 2017. Encore une fois, aucun jugement envers moi là-dessus. Si j'ai appris un concept ces derniers temps auquel je crois fortement, c'est que j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc pour cette 4e étape, une fois que j'avais réussi à comprendre comment réguler mes sensations physiques, j'ai pu m'intéresser à ma façon de penser et de réagir. Je me suis retrouvée à avoir à faire un choix qui était soit je reste dans cette posture de victime, soit j'agis. Oui, clairement, ma situation, à mes yeux, était injuste. Oui, être séparée de mes enfants, c'est très dur, mais c'est ma réalité. Donc j'ai un choix à faire. Et le jour où j'ai arrêté de me battre contre cette réalité, et ça prend du temps, sincèrement, ça prend du temps pour que le cerveau assimile, c'est normal. Le jour où j'ai décidé d'avancer, de prendre mes responsabilités, de me parler avec gentillesse aussi, et de faire des tout petits pas vers l'avant, eh bien, l'énergie autour de moi a changé. Je sais, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. J'avais plus du tout de reconnaissance pour la vie. J'ai expérimenté un peu le monde avec mon prisme négatif. Et c'est épuisant d'être dans ce tourbillon. Après plusieurs mois à ruminer, à être en colère, agressive, j'ai fait le constat de est-ce que j'étais plus heureuse avec cette façon de voir ma vie ? Ben non. Alors je me suis dit, viens, on tente une autre option, celle de se dire qu'il y a une opportunité dans ce chaos. Donc je suis passée du spectre le plus négatif où j'ai ruminé à essayer de voir la vie de l'autre côté du spectre de manière très positive. Et quand le cerveau arrête de lutter contre les faits qui sont la réalité à l'instant T, quand il arrête de se projeter dans les pires scénarios, quand il s'empêche de ressasser le passé, alors il y a une forme de liberté incroyable qui s'installe. Et c'est pas le cerveau qui le fait tout seul, c'est vous, c'est un travail quotidien, c'est une implication, c'est un dévouement à ce but, mais je vous promets que ça paye. L'instant présent, je l'avais jamais expérimenté pleinement, c'est magnifique. Et dès que je suis sur mon vélo,
En plus, en ce moment, il fait assez beau. Je me dis, ma vie, elle est incroyable. Et j'arrivais plus à voir ça. J'ai un toit sur ma tête. J'ai 3 enfants merveilleux qui sont plutôt en bonne santé. J'ai des amis incroyables, j'ai une famille incroyable, j'ai une sœur mais tellement présente. Merci Eva si tu écoutes, je crois que tu écouteras, donc je pourrais jamais te remercier assez. Et la gratitude, ça a un vrai effet positif sur le cerveau. Et quand je me balade en vélo, je me dis mais merci mon corps parce qu'en fait j'ai la capacité. La nature, ça m'émeut. Et tout ça, c'est des micro-changements. Mais ça offre cette forme de liberté dont je vous parlais. Et je crois que ça rejoint beaucoup la parentalité. À partir du moment où on lâche prise, où on accepte, le monde autour de nous change. Et je sais que ça paraît fou, mais je vous assure que c'est vrai. Je me suis sentie heureuse et heureuse de la vie que j'ai. On est en avril 2023 et je vous le jure, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Et donc la dernière étape, ça a été de prendre conscience de cette chance que j'avais d'être en vie. Et c'est une amie qui a vécu exactement la même chose que moi, 1 an avant moi, qui m'a dit, tu sais, il y a un moment, moi, j'ai réalisé dans ma situation que la vie, elle continuait d'avancer, que nous aussi, on continuait de vivre et d'être là, et que la vie, elle nous attendait pas. Et ça m'avait marqué, parce que je voyais même plus cet aspect-là dans ma vie, en fait. J'avais l'impression que la vie s'était arrêtée, justement. Et non, la vie, elle continue. Et j'ai 35 ans, j'ai pas envie de vivre les pires années de ma trentaine, en fait, l'inverse. Et donc, la vie continue, elle a raison, donc autant la vivre dignement. Et je crois que toute cette aventure m'a réellement fait prendre conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'on est sûr de rien et qu'il faut profiter. Et qu'on est sûr de rien par rapport au monde extérieur, mais qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'on est là pour nous, qu'on a notre amour envers nous et qu'il faut compter là-dessus. Quelque chose que je n'avais pas compris avant, si vous avez bien écouté ce podcast. Et donc, c'est ce que je m'efforce de faire pour moi, mais aussi surtout pour mes filles, je crois. Parce que je pense qu'elles méritent une maman heureuse, épanouie et qui subit pas sa vie. Et j'aurais jamais pensé vous dire ça aussi rapidement, ni dans ce contexte. Et pourtant, c'est le cas. Je suis extrêmement heureuse et mon bonheur, il dépend aujourd'hui de personne d'autre que de moi. Et ça, voilà, ça m'aura pris 35 ans pour le comprendre. Et je voulais aussi dire quelque chose avant de terminer cet épisode. Ces derniers temps, évidemment, plein de gens sont venus m'apporter leur soutien et me parler. Et j'ai souvent entendu des personnes de mon entourage me dire que le temps allait faire son affaire. Alors je pense que c'est en partie vrai. Le temps aide à dissiper certains sentiments, à reléguer au second plan des douleurs présentes. Mais je crois qu'il efface pas le traumatisme s'il n'est pas traité. Et j'ai toujours pensé, et ça c'est mon caractère, qu'il fallait être proactif dans la vie. Moi j'ai besoin de comprendre pour agir. Et encore une fois, je parle pas de deuil. Je serais encore une fois très mal placée pour raconter un événement que je connais pas vraiment. Et je sais que le deuil c'est pas linéaire et que le temps et le reste ne font pas forcément leur affaire. Par contre, pour plein d'autres événements de la vie, oui, le temps aide, mais vous avez un pouvoir. Et c'est ça que je voulais que vous reteniez dans cet épisode. C'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans votre difficulté. Vous pouvez chercher de l'aide extérieure. Vous pouvez lire des livres qui transforment. Vous pouvez écouter des podcasts qui aident. Et j'en écoute beaucoup, des podcasts américains. Je suis des comptes incroyables sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Plein de subtilités, d'encouragement, d'affirmations positives, et parce qu'on se raccroche à ces mini-trucs quand ça va pas. Et j'espère que cet épisode vous aura fait un effet, en tout cas, de vous dire que vous avez du pouvoir. Et c'est grisant d'avoir du pouvoir sur soi. Et de sortir de cette posture de victime que moi j'ai beaucoup eue. Et c'est normal, j'étais très vulnérable dans une période de postpartum. Même si j'écoute Anna Roy, qui est sage-femme et qui a écrit un livre, Le postpartum dure 3 ans, en fait je suis jamais sortie de mon postpartum depuis septembre 2017, donc et j'en ai encore pour 2 ans, donc pas avant février 2025. Donc je ne me suis pas encore réapproprié totalement mes capacités intellectuelles, physiologiques, psychiques, enfin voilà, vous le connaissez, la matrescence quoi. Et donc il faut avoir de l'indulgence envers soi-même. Mais en revanche, quand on comprend que on peut inverser la tendance, qu'on peut changer sa manière de voir le monde, j'y croyais pas. Et quelque part, il y a une facilité à vouloir voir le monde de manière négative. Pas que c'est pas à notre volonté, mais une facilité dans le sens, ça veut dire qu'on s'accroche à la vie d'avant. Et malheureusement, pour pouvoir avancer, il faut faire le deuil de cette vie d'avant. Et ça, c'est difficile à faire. Mais une fois qu'on l'a fait, ce deuil, il y a tout un horizon qui s'ouvre. Vous savez, c'est prouvé par la science qu'en période de stress, de grande anxiété, notre vision, elle se ferme. Notre vision, elle se rétrécit. Et ça a un vrai impact, en fait.
parce qu'on ne voit plus la vie de la même manière. Si vous êtes face à l'océan, par exemple, votre champ visuel, il s'ouvre. Et dans une période de stress, il y a une étroitesse qui se met en place. Et c'est pas ça, on n'a pas envie de vivre la vie avec des œillères, on a envie de vivre la vie avec une vision bien plus large. Je suis nulle en maths et j'ai failli dire 360, mais c'est pas possible. Mais vous m'aurez compris. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment. C'était l'épisode numéro 120 de la matrescence. Si vous avez des recherches à faire sur des épisodes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site www.lamatrescence.fr. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et le podcast. Sachez que selon Spotify, ce podcast La Matrescence fait partie des 1% des podcasts les plus partagés au monde via notamment WhatsApp. Donc je vous en suis infiniment reconnaissante. Ça veut dire que vous aimez le travail que je fournis et que vous trouvez que ça a de l'importance. Et je crois aussi que c'est ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est ce qui m'importe à moi. Mes valeurs, c'est de faire une différence dans la vie des gens. On n'est pas tous câblés pareil, mais moi, c'est important pour moi. Et donc, je suis tellement heureuse quand vous venez me voir et me dire que je vous ai aidé dans la vie. Même parfois, ça va loin. Vous me dites que je vous ai sauvé la vie. Alors, je pense pas avoir ce pouvoir, mais tant mieux si ce podcast vous a aidé. À la semaine prochaine et prenez soin de vous. À très vite.